Bonjour, aujourd'hui nous recevons Sébastien Cotte. Bonjour Tristan Cuche. Voilà, donc vous êtes le nouvel adjoint à la sécurité de la ville de Montpellier, donc le shérif du Clapas. On peut vous présenter comme ça? Bon, si vous voulez, c'est pas exactement ma délégation. Le vrai titre, c'est la protection de la population et tranquillité publique. Si vous voulez, je vous explique pourquoi. Je peux vous présenter différemment, je peux dire aussi un intellectuel à la police. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et je peux dire aussi celui qui dans l'équipe est considéré comme un politicien. Un politicien, alors c'est quoi un politicien? Quelqu'un qui fait un peu de la politique. Ah ouais, bah, je fais de la politique. Après, c'est mon premier mandat. Je n'en vis pas de la politique, j'en ai jamais été fait un peu dans la politique. Ah oui, oui, absolument. Bah, je suis membre du Parti Socialiste, je m'en cache pas, effectivement. Et... Voilà, donc soyez le bienvenu. Merci de votre invitation. 48 ans, marié, 2 enfants, vous habitez aux Cévennes. Tout à fait. Voilà, vous n'habitez pas à l'Aiguelongue. Non, j'habite un petit quartier dans les Cévennes qui s'appelle le quartier Saint-Clément. C'est un petit quartier qui est pas très loin de la voie domitienne. Bah ouais. Hein. Vous connaissez Montpellier? Un petit peu. Ben voilà. Bon, bah alors, voilà. Voilà, à 400 mètres du Petit Bar. Métier depuis 2001, prof d'histoire en prépa littéraire à Joffre. Directeur de collection chez Nathan. Oui. Livres scolaires. Oui, tout à fait. Je fais quels livres? Les livres de prépa ou les livres? Non, des livres pour l'enseignement secondaire. Je dirige des collections pour le collège et pour le lycée. Là, on vient de terminer d'ailleurs la réforme du lycée, la réforme Blanquer, avec le manuel de terminale cette année. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, comme il y a tout le temps de réformes, il faut tout le temps refaire les livres. C'est un petit peu ça. Et si on pouvait des fois faire que les réformes se passent un peu dans la concertation et pas dans la précipitation, ça arrangerait aussi les éditeurs, vous voyez. Donc aujourd'hui est à 2/3 temps, donc fait 8 heures de cours par semaine. C'est ça, parce qu'en prépa, compte tenu du nombre d'élèves qu'on a et de la préparation de cours, on a des obligations de service un peu moindres que les autres en termes de nombre. Ça va, ça vous laisse du temps pour aller remonter le moral des troupes. Exactement. Qui est sur le terrain. Exactement, il faut. Donc spécialiste de l'Antiquité, le grec, la Grèce, Mycène. Oui. Vous m'avez dit j'adore les ruines. Ouais, j'adore les ruines. Mais ça c'est mon côté romantique, C'est la poétique des ruines. Non, j'aime bien les ruines. Non mais vous savez pourquoi j'aime bien les ruines? Et puis ça fait écho avec ce que nous vivons. Parce que ça nous rappelle que toute civilisation est mortelle, comme disait Paul Valéry. Et vous savez, quand vous voyez des ruines de Rome, la ruine du Colisée ou la ruine du palais des empereurs, ils n'imaginaient pas qu'un jour ça disparaîtrait. Et nous, on n'imagine pas que notre monde il peut disparaître. Alors c'est une grande leçon. Et notre civilisation, elle en est où alors? Je pense qu'elle est... Elle est déclinante. Elle est déclinante. Déclinante. J'aime pas parler en termes de déclin. Les historiens ne parlent pas en termes de déclin et d'apogée, on parle en termes de transformation. Elle se transforme, et à mon avis, la transformation, là, elle est compliquée, il y a des grands défis, et la question du défi environnemental en particulier est absolument majeure. Et je crois qu'il y a intérêt à se retrousser les manches rapidement, parce que c'est la leçon que nous donnent les ruines. Tout est mortel. Enfin, les ruines, elles nous donnent la leçon de civilisations qui sont passées et qui ont décliné et qui ont fini. Oui, qui ont fini, absolument. Alors qui ont fini soit dans des convulsions, soit par des transformations, voilà. Mais c'est une vraie leçon. C'est une vraie leçon. C'est pour ça que c'est important de méditer sur les ruines, vous voyez. Donc effectivement, j'aime bien les ruines. D'origine, vous êtes donc jurassien, né en Lorraine et a passé sa jeunesse en Dordogne. Tout à fait. Engagé politiquement, PS, encarté depuis 2005. Après le référendum sur l'Europe, où la France a dit non, mais ça a été oui. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Alors, ça n'a pas un lien direct avec mon adhésion au Parti Socialiste, mais je me souviens que j'ai adhéré autour de ce moment-là, donc c'est pour ça que je vous ai dit 2005. Quoi. D'accord. Une anecdote fantaisie, le jour où le maire vous a demandé de vous occuper de la sécurité, vous êtes tombé de votre chaise. Oui, et ma femme peut témoigner. Vous étiez assis où? J'étais assis à mon bureau, vous voyez. À votre bureau où? À l'école? Non, chez moi. Chez moi, devant mon ordinateur. Ça s'est passé à quelle heure? Alors, c'était le matin. C'était le matin, vers 9-10 heures. Et effectivement, je suis tombé de ma chaise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Vous auriez aimé faire quoi? Vous voyez où? À part au sommet de l'affiche. Non, je me voyais pas forcément au sommet de l'affiche,
Et je me voyais, je sais pas, je me voyais plutôt, je me disais que compte tenu de mon métier, compte tenu de mes... Voilà, peut-être qu'il réfléchirait à des questions sur l'éducation, sur la culture, des choses comme ça, le patrimoine. Et ben non, c'était les questions de sécurité. Et je trouve que c'était un très bon choix. On va y revenir. Ouais. Bon, lecture, livre d'histoire. Ah oui, beaucoup. Roman policier. Tout à fait. Le sport, tennis, vous le regardez, vous y jouez. Oui. Et le foot et le rugby, vous faites que le regarder. Je ne fais que le regarder. J'ai beaucoup joué au foot quand j'étais petit, plus jeune, mais effectivement maintenant je fais que le regarder. Passionné de vin, Bourgogne, Val-de-Loire, Touraine. Tout à fait. Qualité, sérieux, calme, passionné. Défaut, fait trop confiance aux gens et sanguin. On peut être calme et passionné? Ah, je pense. En fait, je pense qu'il faut être passionné par ce qu'on fait, par la chose publique, là en l'occurrence, ou par son métier. Moi, je suis passionné par mon métier, mais en même temps, il faut être très posé dans la manière d'aborder des problèmes. Surtout des problèmes de tranquillité dont on va parler. Il faut absolument éviter les emballements. Et vous ne verrez jamais réagir à des faits divers. C'est pas comme ça qu'on va travailler. Ah, ne dites pas ça. Non. Vous retweetez des faits divers aujourd'hui. On va revenir tout à l'heure là-dessus. On va y arriver. Non, je ne réagis. Je ne vais pas construire notre politique à partir des faits divers. Mais en revanche... Attendez, on va revenir là-dessus. Ouais. Bon, donc vous m'avez répondu, donc à la fois calme et passionné. Absolument. Donc la une du 901 de la Glorieuse, un dossier sur le domaine de Verchamp, l'extension polémique. Voilà, une enquête de Coralie Pierre. Ensuite, on revient sur les quartiers. Donc après la cité Gély, on fait un papier sur la cité Astruct qui se trouve de l'avis de ses habitants un peu à l'abandon. En tout cas, c'est pas très loin de chez moi, donc j'y passe souvent. Voilà. Donc ensuite, un article sur Figuerolles, les Antwerpen Bouygues et des citoyens enquiers. Et enfin, un petit dossier sur la CAPEB 34. Les statuts, on les change quand ils ne conviennent pas au président. La CAPEB, vous connaissez? Pas du tout. C'est une association de gens du bâtiment. Ah d'accord, non, je connais pas du tout. Voilà, la Chambre des métiers. D'accord, ils ont changé de statut. Non, mais les statuts ne conviennent pas au président, qui devrait démissionner normalement, suivant les alinéas. Et comme il ne va pas démissionner, il change les statuts. Bon. Là, je ne connais pas du tout l'affaire. Voilà, Sébastien Côte, encore merci d'être venu. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation? Non, je crois pas. Non, je pense que vous avez été. Non, je pense que vous avez été complet. Il n'y a pas de problème. Expliquez-moi donc pourquoi un prof est bien placé pour s'occuper de sécurité. Un prof est bien placé pour s'occuper de sécurité. Parce que je crois qu'il faut de la pédagogie en matière de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens ce qui ne va pas, très clairement, la méthode qu'on va utiliser pour que ça change, et surtout leur expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est ça faire preuve de pédagogie. Voilà, moi, je reçois beaucoup d'administrés, des comités de quartier, j'en reçois toutes les semaines. Demain encore, les aubes, par exemple. Et bien à chaque fois, ils ont des demandes, et je leur dis, voilà, ça c'est possible, ça on peut le faire. Ça c'est dans les domaines de compétences. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent à peu près tout en matière de tranquillité. À la fois de lutter contre les nuisances sonores, à la fois de lutter contre les chiens errants, de lutter contre la délinquance, de lutter contre le trafic de drogue lorsqu'il y en a chez eux, contre les squats lorsque certaines maisons sont squattées. Et donc, dans tout ça, et il faut tout entendre. Je veux dire, on a le devoir, parce que souvent, vous voyez, la mairie, c'est l'institution, pour n'importe quel Montpelliérain, aller à la mairie, c'est l'institution de proximité de base. Donc ils viennent avec leurs questionnements. Et moi, je les reçois, et certains, des fois je leur dis, ça on peut faire, mais ça on peut pas faire. Voilà, votre première action, là, assez médiatisée, ça a été de fermer des bars à chicha vers l'avenue de l'Industrie. Rue de l'Antisargue et rue de l'Industrie. Il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient là-bas. Oui. Est-ce qu'ils ont réouvert ces bars? Alors bien sûr, c'est-à-dire que le problème c'est que donc on est intervenu début juillet, effectivement c'est une des premières opérations où j'étais sur le terrain. On a contrôlé, il y avait 4 bars, rue de l'Industrie et rue de l'Antisargue, il y en a 4, il y en a 2 qui posaient de gros problèmes parce qu'ils sont exactement vis-à-vis d'une résidence ACM et les gens n'en peuvent plus, et ils ont raison. Et là il y a eu des fermetures administratives, 1 mois, en gros de la mi-juillet à la mi-août, et donc ils ont rouvert. Alors ils ont rouvert avec des nuisances, mais on y retourne. Toutes les semaines, j'envoie la police municipale, parfois avec des services d'hygiène,
pour le volume sonore, et on verbalise. Et au bout d'un moment, on va finir par reverbaliser tant qu'on aura une nouvelle fermeture administrative. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du sentiment d'insécurité. Ouais. Vous n'avez pas passé au travers de ça. Non. Donc, soi-disant, le sentiment d'insécurité est passé du début de l'année de 40% à 70% en France. Les chiffres sont à peu près bons. En tout cas, moi, si vous voulez, en plus, moi, je ne distingue pas sentiment d'insécurité et insécurité. Je pense que si les chiffres sont ce que vous dites, c'est qu'il y a de la vraie insécurité. Oui, parce que les faits sont là aussi. Bien sûr. Les agressions au couteau en 2018, 58. En 2019, 350. Premier semestre 2020, 600. 600 premier semestre 2020 sur l'Hérault ou sur Montpellier? Sur Montpellier. Vous êtes sûr de vos chiffres? Parce qu'avec le confinement, ça m'étonne. C'est les chiffres qu'on m'a donnés. D'accord, je suis un peu étonné parce qu'on avait vu évidemment une très forte année 2019, assez haut en janvier-février, une baisse quand même assez marquée en mars-avril, début mai, effectivement une reprise au mois de juin. Donc je suis un peu étonné de c'est les chiffres que j'ai. D'accord, bon, mais en tout cas le problème il est réel. Les agressions au couteau. Ah non, mais il y a une montée, de la délinquance sur Montpellier. C'est si vrai que lorsque Mickaël Delafosse lance sa campagne dès le mois d'octobre 2019, c'est le premier candidat à parler de l'insécurité. Et effectivement, il y avait un problème. Et aujourd'hui, le niveau de violence, il augmente incontestablement. Donc ça pose la question des effectifs de la police nationale, on y reviendra peut-être, vous savez que le maire va être reçu à la fin du mois de septembre par M. Darmanin, et ça pose la question de nous, ce qu'on peut faire comme police municipale. Pourquoi on est en arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Moi, je pense que d'abord, on a un certain nombre de... et c'est partout. Montpellier, c'est pas mieux qu'ailleurs, c'est pas pire qu'ailleurs. Regardez ce qui s'est passé à Nice, regardez ce qui s'est passé à Nîmes, regardez ce qui s'est passé à Palavas, regardez ce qui s'est passé à Bordeaux. Et je pourrais multiplier les exemples. On a une montée d'une délinquance plus agressive. Je pense que c'est lié à la croissance en particulier ces mois derniers du trafic de drogue, qui fait qu'il y a plus d'âpreté pour les luttes de territoire. Ça me semble assez clair. On a sans doute aussi une population qui se transforme, qui n'a plus les mêmes qui n'a plus les mêmes règles de comportement, n'a plus la même éducation. Donc effectivement, on sort aujourd'hui le couteau plus facilement. Ça nous pose à nous collectivement une vraie question. Bon, l'ancien maire ne communiquait pas sur le sujet de la sécurité. Aujourd'hui, M. Delafosse, M. Villette et vous communiquez sur les réseaux. On a pu lire hier soir, le PC mobile est informé qu'une personne ivre frappe une jeune femme, l'agresseur interpellé. Vous tweetez des mises en fourrière. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que la sécurité est une affaire de communication? Ça n'est pas qu'une affaire de communication, mais c'est aussi une affaire de communication. C'est-à-dire que, effectivement, l'ancienne municipalité, le maire Philippe Sorel, n'avait pas beaucoup d'appétence pour les questions de sécurité. Il le disait lui-même, je ne veux pas être le shérif, Montpellier est une ville festive, etc., etc. Je ne veux pas d'une ville aseptisée. C'était une grosse erreur, parce que les Montpelliérains, ils la ressentent, la dégradation, quotidiennement, dans le centre-ville. Il suffit de les interroger, donc ça c'est tout à fait net. Et donc effectivement, nous, on prend le parti maintenant de communiquer, c'est-à-dire non pas de communiquer au sens de raconter des choses qui n'existent pas, on communique sur ce que nous faisons, c'est-à-dire que vous regarderez tous les tweets que l'on fait ou tous les posts que M. Villette fait, on communique sur des faits, ce que nous faisons, la police municipale, parce que oui, il y a des problèmes, mais il y a aussi des résultats. Donc on fait des choses. Moi j'aime bien dire qu'on a une communication aussi, il faut parfois dire que les trains arrivent à l'heure. Donc quand la police municipale fait une belle chose, il faut le dire. Est-ce que c'est le rôle d'un maire de retraiter des faits divers sur Twitter et Facebook? Je pense que c'est le rôle d'un maire que de dire à ses administrés qu'il se saisit, de la question de la sécurité et que c'est pour lui une priorité. Et ce faisant, c'est pour ça qu'il le fait, c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que M. Villette le fait. Après, je ne vous cacherai pas que on est arrivé dans une situation où il n'y avait rien. Je vous invite à aller regarder ce qui se passe à Cannes, par exemple, où le chef de la police municipale a un compte Facebook, communique. Ici, il n'y avait rien, mais vraiment rien. On va travailler ça. À un moment donné, vous me verrez, moi et M. Villette, un peu en retrait en termes de communication, parce qu'on va créer une communication de notre police municipale. En attendant de le faire, nous l'endossons, et je l'endosse absolument. Et pourquoi ça ne s'améliore pas alors à Montpellier, on a l'impression que les braves gens se font aligner par la police et les dealers dorment tranquilles. Je caricature. Un petit peu peut-être. C'est un journal de caricature. Si vous voulez, il y a un peu ça. Il y a un peu ça dans le sentiment de certaines personnes. C'est-à-dire, en plus, là, si vous voulez, il y a deux choses. Je parlais de pédagogie.
La question du deal, on peut en convenir entre nous, c'est pas tellement le registre de la police municipale. Oui, C'est le registre de la police nationale. La question de toutes les autres incivilités, ça c'est de notre ressort. Donc il est clair qu'à Montpellier, il y avait un laisser-aller sur toutes les incivilités. Et ça commence de la propreté, la manière de se garer, le non-respect des places handicapées, des pistes cyclables, et ça crée une ambiance de ville. Les Montpelliérains le disent, hein, c'est pas agréable de se promener en centre-ville, c'était sale, il y avait des... Bon. Ensuite, effectivement, il y a des questions de délinquance. Alors ça, c'est autre chose, c'est à un autre niveau. Le rôle de la police municipale n'est pas de faire des enquêtes. Elle n'est pas le maintien de l'ordre. Elle peut, en flagrant délit, intervenir, et je peux vous donner, vous parlez de faits divers, moi je peux vous donner des exemples où on est intervenu en flagrant délit pour arrêter et remettre à un officier de police judiciaire le délinquant. Mais donc du coup, ça pose aussi la question du niveau et du nombre de policiers nationaux à Montpellier. D'où l'interpellation que Michael Delafosse a fait du ministre Darmanin pour obtenir davantage de postes. Qu'allez-vous faire à Gambetta alors que depuis 7 ans ça ne cesse de se détériorer? Alors déjà, effectivement, Gambetta, c'est un axe de ce qu'on peut appeler une reconquête. Hein, je n'ai pas peur des mots. Hein, on va essayer de reconquérir ce quartier comme le centre-ville. C'est d'ailleurs où ce sera. Et l'avantage qu'on a, c'est que la police nationale va se réorganiser sur le centre-ville de Montpellier à partir de la mi-septembre. Déjà, vous pouvez remarquer, si vous vous promenez à Gambetta, que depuis quelques semaines, vous avez des effectifs de police municipale. Vous avez un équipage de police municipale qui est pratiquement toute la journée à Gambetta, ce qui permet déjà de lutter contre la vente à la sauvette, contre les petits dealers. Ça n'existait pas, nous l'avons fait. Après, ce sera une vraie coproduction avec la police nationale qui va se réorganiser sur le centre-ville pour lutter contre le trafic de drogue, rue du Faubourg-Coureau, par exemple. Hein. Et nous qui allons aussi mieux manifester notre présence permanente pour lutter contre tout ce qui, à Gambetta, pourrit la vie des Montpelliérains en termes d'intranquillité, d'incivilité, qui là pour le coup sont du ressort de la police, municipale. Quels sont les autres quartiers que vous voulez reconquérir? Globalement, aujourd'hui, à peu près 40% des faits de délinquance à Montpellier sont concentrés sur le centre et sur les faubourgs. Donc, et c'était les faubourgs, c'est-à-dire faubourg Figuerolles. Essentiellement, faubourg Gambetta, Figuerolles et Vergars, hein, boulevard de Strasbourg, place Carnot. Ça représente 80% des... 40%. Ah oui. Voilà. Donc, pour nous, c'est l'axe majeur. Michael Delafosse a dit dans sa campagne, l'axe gare, Comédie, rue de la Loge, Jean Jaurès, Martyrs de la Résistance, ce sera un axe majeur. Pour nous, c'est très important. Ensuite, évidemment, il y a les quartiers comme la Mosson, bien sûr, hein, là aussi où il y a un niveau d'incivilité et d'intranquillité très important. Bon, après, je ne veux pas faire une litanie de tous les quartiers, mais c'est essentiellement ces deux quartiers qui sont prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier les autres, parce que justement, notre ambition, au contraire, c'est de reterritorialiser la police municipale, c'est de redécouper les quartiers de manière à ce que tous les quartiers aient une présence régulière et quotidienne de la police municipale, à pied, qui patrouille et qui est visible. Parce que là, vous avez sorti là, le bus là, que vous avez installé sur la Comédie. Le PC mobile. Le PC mobile, oui. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas mieux dans certains quartiers? Alors, on va en acheter d'autres. Parce que sur la Comédie, Ouais. bon, c'est quand même assez... il y a moins d'incivilité sur la Comédie que dans certains quartiers. Alors, comme je vous l'ai dit, quand même, 40% des faits de délinquance, c'est le centre-ville. Pacifier la Comédie à Montpellier pendant l'été, là où il y a tous les touristes, où il y a tous les jeunes, où il y a beaucoup d'agressions. Il y a beaucoup d'agressions sur la place de la Comédie? Entre l'esplanade et la Comédie, il y en a quand même pas mal. Vous savez aussi qu'il y a des problèmes d'errance sur les marches de l'Opéra Comédie, devant le Monoprix, enfin, tous les Montpelliérains le savent. Donc il fallait aussi marquer là une volonté de retrouver de la police en centre-ville. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous. On ne peut pas se contenter du centre-ville, on ne peut pas avoir une ville à deux vitesses avec des quartiers dits populaires ou un peu périphériques qui ne verraient pas la police municipale. Donc on va acheter de nouveaux véhicules, et j'en parlerai bientôt en conseil municipal, de nouveaux véhicules qu'on va pouvoir positionner dans différents quartiers tout au long de l'année. Donc discours sécuritaire, collaborateur de cabinet issu des Républicains, qu'est-ce qui différencie votre municipalité du en même temps macroniste?
Alors, je pense que ce qui la différencie, je pense que ça sera les actes. Parce que en même temps, Macronie, c'était surtout de la parole. Hein. J'ai pas vu beaucoup d'actes. C'était, je serai en même temps de gauche, en même temps de droite. La politique de gauche, moi, je la cherche toujours. Mais bon, passons sur cette question-là. En matière de sécurité et de tranquillité publique, moi, je suis à la recherche des méthodes qui fonctionnent, d'une organisation nouvelle de la police municipale en particulier, qui soit plus efficace et plus proche des citoyens, plus visible. Et ça n'est ni de droite ni de gauche. Je suis allé il n'y a pas longtemps, vous l'avez peut-être vu, en visite à Agde, chez Gilles Détor, qui n'est pas du tout de mon parti politique, parce que sa police municipale fonctionne et parce qu'elle fonctionne en parfaite intelligence avec les services de l'État, la police nationale. C'est ce que nous voulons faire. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas... En revanche, vous allez le voir, en matière de prévention de la délinquance, où je dois dire quasiment rien ne s'était fait pendant 6 ans, nous allons mener une politique très vigoureuse de prévention de la délinquance. Le maire a des outils totalement inutilisés par le maire sortant. Nous allons les mettre en œuvre. Nous allons aussi développer en particulier la lutte contre les violences à caractère sexiste, à caractère homophobe, dans l'espace public, et cette fois en relation notamment avec le procureur de la République. Vous allez faire quoi? On va en partie... Sur quel sujet? Mais sur ce sujet-là, sur ces autres violences. Alors, sur la question des violences sexistes, il faut déjà savoir qu'il y a une nouvelle loi, la loi Schiappa, depuis 2018, qui réprime le délit d'outrage, et ça, il y a des moyens de le sanctionner, de le repérer et de le sanctionner. Donc, le procureur de la plupart des femmes qui se font agresser de cette façon-là, lorsqu'elles portent plainte, on ne reçoit pas les plaintes. Vous allez voir, je reçois demain des gens qui ont fait une application qui permet aux femmes de signaler en temps réel une agression à caractère sexiste. Je les reçois demain à la mairie pour voir comment on va pouvoir travailler avec eux pour que notre police municipale soit en lien direct avec cette application et puisse intervenir. Cette police, encore une fois, je le rappelle, qui sera dans les quartiers, territorialisée. Donc effectivement, on va travailler avec des associations. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a pas de solution. Mais là aussi, le maire sortant, il faut un peu sortir de Montpellier. Il y a des tas de villes qui ont développé, et pas seulement en France, ce genre de solutions. Allons les regarder, allons les rencontrer, et on aura des résultats. Donc vous êtes élu sur une liste se réclamant de la gauche? Tout à fait. De gauche, même, vous pouvez dire, il n'y a pas de problème. De gauche? Ouais. Pourquoi forcez-vous le trait sur un sujet qui a toujours réussi à l'extrême droite? Je pense que ça a toujours réussi à l'extrême droite parce qu'une partie de la gauche l'avait déserté, ce sujet. Et que je pense que montrer que la gauche, qui par ailleurs se soucie de transition écologique, par ailleurs se soucie de justice sociale, se soucie aussi de tranquillité publique et de sûreté pour tous les habitants. Et je n'oublie pas quand même que les principales victimes de l'insécurité et de l'intranquillité, ce sont les quartiers populaires. Et donc moi je pense qu'on peut être tout à fait de gauche et assumer un discours, parce que sinon vous faites le lit de tous les populismes. Donc je l'assume, nous sommes une municipalité de gauche qui aura sur ces questions-là, qui n'aura aucun tabou et pas de hier. D'accord. Donc on va remonter un petit peu dans le temps là. Oui. Cette historienne. Ah bah bien sûr, on va pas remonter très loin, on va pas remonter à la Grèce antique. Ah bon. On va donc à 2014, donc vous étiez candidat malheureux avec Jean-Pierre Moore. Oui. Et ensuite, vous avez co-signé une lettre dans un hebdo montpelliérain, après la défaite, une lettre peu aimable à son encontre. Est-ce qu'on serre les coudes uniquement en cas de victoire? Ah ben ça c'est le propre de la politique. Effectivement, c'est parfois un peu compliqué dans la défaite, je ne vous le cacherai pas. Après, il faut réfléchir aux causes de la défaite. Et je n'oublie pas qu'en 2013 et 2014, il y avait un autre choix qui était possible. Et moi j'avais fait, vous le savez, et c'est peut-être aussi une des raisons de mon amitié politique ancienne avec Michael Delafosse, j'avais fait le choix dès 2013 de Michael Delafosse contre Jean-Pierre Moore, et je pense que l'histoire en 2014 aurait été très différente. Donc effectivement, j'assume à ce moment-là m'être désolidarisé du candidat qui avait échoué. Donc vous étiez très proche de Christian Mouillet. Oh, j'étais pas très proche, j'étais dans sa section. C'est la section. Vu que j'habite dans les Cévennes et qu'il avait la section qui concerne le grand quartier des Cévennes, c'est là où territorialement je suis allé militer. Est-ce que vous considérez-vous avec le temps comme un cacique du PS Montpellier? Non. Pour être un cacique, il faudrait avoir des fonctions électives ou des fonctions dans le parti. Un cacique de la nouvelle majorité alors?
Je ne sais pas ce que ça veut dire un cacique. Je me revendique d'être quelqu'un qui est fidèle en amitié politique. Vous voyez, on dit souvent qu'il En n'y a histoire, pas ça veut dire quoi un cacique? un cacique, moi je sais pas. Enfin, moi je vois ça comme quelqu'un qui a une sorte de rente de situation. Moi j'ai pas de rente de situation. Je conserve mon métier. Si demain le maire décide de ne plus me faire confiance, je retrouve mon métier et il n'y a pas de problème. Je ne vis pas de la politique, j'en ai jamais vécu et je n'en vivrai jamais. Voilà. Donc je suis absolument pas un cacique de la politique. En revanche, je crois à la fidélité et à l'amitié en politique. On dit souvent qu'il n'y a pas de fidélité en politique, c'est pas vrai. Donc toujours votre regard d'historien, quel est votre regard sur la guerre des Roses en 2010 au régional? C'est-à-dire lorsque Georges Frêche... moi j'étais au soutien de Georges Frêche à ce moment-là. D'accord. Ouais. Là j'ai toujours pensé que c'était un grand maire de Montpellier, que ça allait être un grand président de région. Et je me souviens encore de l'inauguration de son local de campagne, c'était dans le quartier d'Antigone, qui était un très très grand moment. Allez-vous avoir le mandat d'acheter de nouvelles voitures de police? Vous faites référence à Christian Bouillet? Oui. Parce qu'il avait acheté de nouvelles voitures de police américaines qui ne passaient pas dans les rues de l'Écusson. Voilà, oui. et dont la dernière a été vendue au prix de la ferraille en 2010. Non, ça ne sera pas ça. En revanche, on va effectivement mieux équiper nos policiers. Pour un shérif, des voitures de police américaines... Non, moi ça ne m'intéresse pas. Non, on ne va pas acheter de nouvelles voitures. En revanche, on va acheter, je vous l'ai dit, de nouveaux PC mobiles pour pouvoir aller dans les quartiers. On va mieux équiper notre police. Donc nous avons lancé une série de grandes enquêtes. Donc vous avez commencé par la cité Gélie, maintenant on fait la cité Alstruc. Donc on parle de la nuit, des rodéos, des trafics, de ci, de ça. Alors, dans la campagne, vous avez dit, voilà, on va faire une brigade sociale de 30 agents. Une brigade du logement social. Une brigade sociale, oui. Ouais. C'est pas un peu court face aux incivilités qui se développent dans les quartiers? C'est-à-dire que c'est une politique globale, c'est-à-dire que vous avez lu le programme avec attention, je vois, donc vous avez vu qu'il y aura une brigade des transports qui va être créée. Oui, voilà. Il y aura une brigade du logement social en relation avec les bailleurs sociaux. Ça se fait à Paris, ça marche très bien. Et là aussi, il faut sortir un peu de Montpellier pour aller voir ce qui marche. Il y aura une réorganisation de la police municipale pour la territorialiser, un meilleur équipement de cette police. Voilà, et donc il faut prendre une politique de prévention beaucoup plus active du maire. Enfin, je veux dire, un seul exemple. Le maire de Montpellier a des pouvoirs de prévention. Il peut faire des rappels à l'ordre, il peut donner des travaux d'intérêt généraux. C'était quasiment pas utilisé dans la mandature précédente. Il faut réaffirmer l'autorité républicaine, l'autorité du maire qui est là pour faire respecter la règle commune. Donc si on met ça bout à bout, réorganiser la police municipale, une brigade dans les transports, une brigade du logement social et une politique active de prévention, je pense que dans quelques années, on en verra les résultats. Parce que vous dites de ne pas vouloir recruter de policiers municipaux. Alors on n'a pas dit ça. On a dit que ça n'était pas un préalable. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas venir... Non, j'ai dit... Non, mais je suis très précis dans ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi Je vais vous dire. Philippe Sorel a recruté 50 policiers municipaux. Ça s'est vu? Non. Bon, merci. Donc ça veut dire qu'on ne va pas commencer comme ça. On va commencer par remettre les policiers sur le terrain. Moi, je le dis, quand on est arrivé, nous avons trouvé une situation qui n'est pas acceptable. Avoir 3 policiers qui gardaient l'entrée de l'hôtel de ville, alors qu'il y a un poste de police municipale juste à côté, on les a enlevés pour les mettre sur la Comédie. D'accord. Lorsque je vois que beaucoup de policiers municipaux dans l'année sont mobilisés pour encadrer des manifestations festives sur l'espace public, ça n'est pas leur rôle. On demandera aux organisateurs peut-être d'avoir recours à du gardiennage privé, etc., etc. Quelles seront les prérogatives donc de ces brigades-là, de ces brigades des transports, de ces brigades sociales? Est-ce que ce sont des agents assermentés? Est-ce qu'ils seront armés? Alors, pour la brigade... Est-ce qu'ils seront dans les transports en commun? Parce que développer les transports gratuits, ça veut dire qu'il y aura plus de monde dans les transports en commun. C'est ce que nous anticipons. Tout à fait. Plus d'incivilité? Sans doute. C'est ce que nous anticipons. C'est-à-dire que la brigade des transports, alors là, ce sera une compétence sans doute plutôt métropolitaine. Il faudra en parler avec Monsieur Rico, qui en est en charge à la métropole, et Madame Frêche, et moi, on s'en occupe à 3. Elle sera dans les transports, et elle sera évidemment
armés, bien évidemment. D'accord. Et il y aura des policiers municipaux. Enfin, Ils auront les mêmes prérogatives Absolument. que la police municipale. absolument, avec même la possibilité, vu qu'on fera des brigades mixtes sans doute, avec des agents de la TAM, qui eux peuvent contrôler des identités. Pour l'instant, vous n'avez pas parlé de ce dossier. On a fait la première réunion il y a une semaine. Ça y est, on commence. Quant à la brigade du logement social, ça, ce sera à voir avec les bailleurs sociaux. D'accord. À Paris, je vous invite à voir, c'est les bailleurs sociaux qui financent ça. Sous Sorel, là, il y a eu 3 adjoints à la sécurité en 6 ans. Oui. C'est quoi un adjoint à la sécurité à la hauteur des enjeux? Bah, je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, est là pour durer. Lorsque monsieur le maire m'a fait la surprise, comme je vous l'ai dit, de me nommer à ce poste, je lui ai demandé ça. Je lui ai dit, est-ce que j'aurai de la durée? Est-ce que je vais pouvoir travailler dans la durée? Parce que je me souvenais, comme vous l'avez dit, 3 adjoints en 2 ans. C'est pas comme ça qu'on construit des politiques publiques. Surtout que nous, 3 adjoints en 6 ans. oui, pardon. Donc 3 fois 2, voilà. Ouais. C'est pas comme ça qu'on construit une politique publique. Donc moi, il me faut de la durée, en particulier pour développer la relation avec le procureur de la République et la police nationale, qui est absolument fondamentale. Philippe Sorel a doublé le nombre de policiers municipaux. Non, il n'a pas doublé. Non, il a doublé le budget. Il a doublé le budget. Il en a recruté 50, je crois que c'est ça. Voilà. Il a doublé le nombre de caméras. La délinquance a explosé. Voilà. Et aujourd'hui, pour les caméras, il y a une demande de vidéosurveillance. De vidéoprotection. De vidéoprotection. Ça permet de résoudre des affaires. Bien sûr. Est-ce que vous allez stopper les postes de caméra? Non. Non. Non, parce que dans le manifeste des Verts, qui est dispo sur leur site, oui. Ils disent qu'ils sont pour le désarmement de la police municipale et la désinstallation des caméras de vidéosurveillance. Il ne nous a pas échappé que le maire est Michael de la Fosse, non? Enfin, bon, non, mais ils sont paxés, quoi. Vous êtes paxés, quoi. Il ne vous a pas échappé que le maire est socialiste et que ça n'est pas du tout dans son programme. Non, nous, on appliquera le programme de Michael de la Fosse. Et donc, la question de la vidéoprotection, alors vous avez parfaitement raison. C'est pas plus de caméras, plus de policiers. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une politique globale. Mais la vidéoprotection, elle peut être utile, elle résout des affaires. Et vous verrez, dès le prochain conseil municipal, je proposerai l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection. Donc vous ne serez pas déçus. Très bien. Enfin, moi, non, mais je vous ai répondu clairement. Voilà, on va terminer par la question chapeau, si vous voulez. Ah bah très bien, j'y vais. Voilà. C'est une question un peu surprise qui ne me concerne pas au premier rang, mais bon, qui est quand même pertinente. Je vous laisse la lire. Ah non, c'est vous qui l'avez dit. Ah, c'est bon. À quand la gratuité des parcs-mètres pour les habitants de Montpellier? Eh bien, je répondrai en historien, je pense au calendrier grec. Non, on va pas... Par souci d'égalité. Non. La question du stationnement de surface, c'est une question qui est très compliquée et qui doit se penser en plus à l'aune de la transition écologique et des mobilités actives que nous voulons faire. Donc effectivement, il va falloir retravailler ça, retravailler le périmètre, peut-être, de cette verbalisation. Mais je rappelle quand même que se stationner dans la rue, c'est occuper un espace public. Un espace qui est aménagé par la municipalité, par les impôts des Montpelliérains. Donc je pense quand même qu'il est tout à fait envisageable de payer une redevance. Ensuite, vous le savez, nous avons fait un choix. Le choix a été fait d'être très attractif pour les résidents qui ont un abonnement TAM. Le coût du parc-mètre est très très faible. Et je pense que ça, c'est absolument la logique que nous voulons encourager. Non, on pourrait considérer que quand on fait les déplacements gratuits avec le tram, voilà, ben, c'est ce que je vous ai dit. On pourrait faire aussi un petit geste vis-à-vis des gens qui sont modestes, voire très modestes, et qui doivent payer des sommes assez importantes voilà, dans les parcs de Montpellier. Il n'y a pas que des riches qui prennent la voiture. Ça, on est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais si à terme, nous rendons, enfin plutôt, quand nous rendrons les transports totalement gratuits pour les habitants de la métropole, votre abonnement transport, il ne vous coûtera rien. Et on vous demandera juste de payer une petite redevance pour laisser votre voiture. Le gain, quand même, il sera considérable. Mais vous avez vu, il y a une étude quand même qui circule et qui montre que la gratuité du transport,
ça fait basculer que 2% des automobilistes. Ben, je sais pas, en tout cas, les chiffres pour Dunkerque n'étaient pas ceux-là, c'était quand même beaucoup plus spectaculaire. Donc je pense quand même qu'on va on n'a avoir... pas les mêmes chiffres. Non, mais non, je pense que pour... non, les chiffres pour Dunkerque, bon, c'est pas ma spécialité, hein, donc vous me pardonnerez de pas avoir le chiffre précis, mais le chiffre pour Dunkerque, hein, qui est la seule agglomération un peu importante à être passée en France à la gratuité, atteste plutôt une vraie augmentation de la fréquentation et le fait qu'on laisse davantage la voiture. Ce qui d'ailleurs, hein, d'où le fait qu'effectivement nous l'anticipons en termes de sécurité, hein, ça vous avez parfaitement raison. Mais encore une fois, une politique de mobilité, c'est une politique globale. À la fin du mandat, le Montpelliérain qui a un abonnement TAM, non seulement il ne paiera plus son abonnement TAM, mais il aura, pour garer la voiture sur l'espace public, un tarif préférentiel. Bon, c'est quand même assez positif. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous.